Ok, bonjour à tous. Donc, on va commencer donc cette table ronde sur éducation populaire et logiciels libres. Donc, on avait trois intervenants. Pierre Icono, qui est directeur du Fab Lab de la Cité des Sciences et de l'Industrie, s'excuse. Il a été réquisitionné pour un comité de pilotage du fait d'une maladie de son supérieur au Palais de la Découverte. Aujourd'hui, j'ai réquisitionné Benoît Cibot, ancien président de l'April, qui travaille sur le projet Linux FR. J'ai oublié ton titre, parce que hier j'étais. Qui est directeur de publication de Linux FR. Et Bruno Mogil, qui travaille dans une école de musique et qui est, à ma connaissance, une des rares associations de l'éducation populaire à avoir été aussi exemplaire dans ce qu'on appelle le logiciel libre. Et Quentin Arada, qui a travaillé il n'y a pas très longtemps sur une initiative qui s'est passée à Mozilla Firefox, qui était un co-festival avec un collectif dans lequel ils essayent justement de travailler sur des nouvelles stratégies d'inclusion numérique autour de l'éducation populaire et du logiciel libre, et qui a un gros parcours dans le mouvement de l'éducation populaire et notamment du volontariat civil international. Voilà. Donc n'hésitez pas à compléter. Euh, le point de vue qu'on va essayer de développer, la question que je vais poser en tout cas aux intervenants qui sont là, c'est que pour moi, de mon point de vue, donc pour commencer sur un aspect très provocateur, l'éducation populaire a raté le pas avec le logiciel libre. Et je pense que si on en est là à l'heure d'aujourd'hui sur la conférence qui a eu lieu à côté, c'est que le monde associatif n'a pas réussi à soutenir le logiciel libre à la hauteur qu'il aurait dû. C'est-à-dire que les associations ont vécu le logiciel libre beaucoup comme un simple outil et l'ont mis en concurrence avec le logiciel propriétaire. La philosophie qui était sous-tendue par le logiciel libre n'a pas été comprise par tous. Donc je souhaite passer dans un premier temps la parole à Bruno Mogil autour de Musique Tangente, parce que ce qu'a fait Musique Tangente dans le sens du logiciel libre me paraît exemplaire, et que si toutes les associations de l'éducation populaire avaient fait ce qu'avait fait Musique Tangente, notre société et le développement du logiciel libre seraient différents. On ne serait pas seulement centré sur une économie du logiciel libre en parlant de développement ou de donner l'importance à l'économique. On ne serait pas centré uniquement sur des donations. On aurait un réel mouvement où le logiciel libre serait sous-tendu par un réel mouvement de l'éducation populaire et du mouvement associatif. Donc Bruno, si tu peux commencer pour nous parler de Musique Tangente, comment on est arrivé au libre en tant qu'école de musique, qui n'avait rien à voir, et comment tu es arrivé. Parce que ce qu'a fait Bruno qui est exemplaire, c'est qu'il avait besoin d'un logiciel qui n'existait pas, et le choix de son association, c'est d'investir pour payer un informaticien qui a développé le logiciel dont il avait besoin. Et donc, il a investi 3 ans de la trésorerie de son association. Presque 20 ans. 20 ans pour arriver à un développement de logiciel libre. Moi, j'avais suivi les 3 dernières années. Très précisément 18 ans. Ouais. Vas-y, je te laisse la parole, du coup, Bruno. Alors, je ne sais pas si le micro marche, mais bon. Moi, c'est juste un retour d'expérience. Alors, je suis pas du tout informaticien de métier, hein, donc on ne va pas rentrer dans la technique pure. Je ne pense pas que ça soit l'objet de cette réunion. Mais par contre, je peux vous dire précisément, pas par pas, comment on est arrivé à être effectivement au niveau de la gestion, hein, parce qu'il y a deux parties hein, qu'il faut distinguer. C'est la gestion de la structure et après la pédagogie. Donc, peut-être que d'ailleurs, je vais peut-être présenter un peu plus Musique Tangente. Juste pour faire court, Musique Tangente, c'est un centre musique actuelle, principalement tout ce qui est orienté autour de la pédagogie, donc une école de musique, hein, on peut appeler ça comme ça. Aussi bien en direction des amateurs que des professionnels, et qui intervient aussi bien dans ses murs que hors les murs. Donc on intervient dans des écoles, on intervient dans des centres spécialisés avec des handicapés, on intervient dans les centres de détention, on intervient
sur la protection judiciaire de la jeunesse. Et puis à côté de ça, on forme des bons musiciens professionnels qui sont sur scène et que vous pouvez entendre tous les jours à la radio ou à la télévision ou sur votre platine CD. Voilà. Donc un champ d'intervention assez large et donc une structure à gérer avec beaucoup de paramètres et pas toujours dans la simplicité. Alors, comment on est arrivé au logiciel libre? Nous, on a commencé dans les années 80. En fait, quand Windows est arrivé avec Apple, sa petite boîte carrée, on n'a pas voulu aller vers ça. On s'est dit, il y a déjà d'autres alternatives qui existaient. Linux n'existait absolument pas à ce moment-là. Et donc, on s'était orienté vers un système français qui s'appelait Prolog et qui existe toujours d'ailleurs, mais je crois qu'aujourd'hui c'est un peu une société fantôme, mais Prolog et ça existe et c'était en fait une sous-société de Bulle. Voilà, donc pour ceux bon, c'est peut-être pas beaucoup qui se rappellent de ça, mais bon, donc voilà. Donc c'était un système fermé, totalement fermé, mais par contre qui était déjà multitâche, multi-utilisateur, enfin déjà multi-tout. Donc contrairement à Windows et à Apple qui était mono. Et c'était mono-tout. Donc nous, le mono-tout, ça ne nous intéressait pas et ce n'était pas l'idée que je me faisais de l'informatique. Et donc je me suis dit, il faut que ça soit multi. Donc on s'était orienté vers cette solution. Et puis au bout d'un moment, au bout de quelques années, c'était tellement fermé que pour communiquer avec l'extérieur, c'était compliqué. Tout le monde était sous Windows à l'époque, le 3.11. Et tous les collègues, pour s'échanger des documents à l'époque, c'était des disquettes. C'était compliqué parce que il y avait pas les formats étant fermés, les passerelles n'existaient pas. Donc on est malgré nous passé à Windows. On est passé à Windows. Ça a duré 6 mois. Ça n'a pas duré très longtemps. Ça a duré 6 mois, donc toutes les machines passent sous Windows. Et puis j'étais en vacances avec ma fille, tranquillement, je crois que c'était les vacances de février, enfin peu importe. Et puis au bout de 2 jours de vacances où j'étais exténué, j'étais content d'être tranquille, je reçois un coup de fil en urgence de mon bureau qui me dit « Bruno, tous les ordinateurs sont noirs, il n'y a plus rien, mais plus rien du tout ». Donc 9 bécanes en rade avec plus rien, même plus un truc sur l'écran qui... Donc je rentre en catastrophe, je constate les dégâts, effectivement plus rien. Là, évidemment, malaise. Vous imaginez bien qu'il y avait toute la vie de la structure avec plus rien, quoi. Donc on ne pouvait plus rien gérer, plus de planning, plus de coordonnées d'adhérents, plus de coordonnées de profs. Plus de coordonnées sociales, enfin bon, vous imaginez la panique à bord d'une structure. Là, en se renseignant rapidement, on s'est aperçu qu'on s'était chopé un virus qui s'appelait Tchernobyl. Et donc, lui, il avait été radical, c'est qu'il avait carrément effacé les proms. Donc, évidemment, plus de reconnaissance de matériel, plus rien. Donc, il ne reconnaissait plus les écrans, les disques durs. Donc, avec mes petites mains, sans être informaticien, il a fallu que je reflash les proms. Donc, que je retrouve les... Alors là, entre-temps, Internet était arrivé et on avait déjà de l'Internet. Hein. Donc, je reflash les proms et on refait démarrer 8 bécanes sur 9. À partir de là, j'avais déjà entendu parler de Linux. Linux était naissant. Et je me suis dit, ah, ça c'est un système d'avenir, voilà quelque chose qui m'intéresse et voilà quelque chose qui est dans notre philosophie. Donc, réunion de conseil d'administration en express, je réussis à faire plier le conseil d'administration et à aller vers Linux. Donc, on me disait que j'étais complètement taré, fou, évidemment, j'ai tout entendu. Mais finalement, on s'oriente vers Linux. Et voilà, et là maintenant, ça fait 20 ans qu'on est sous Linux. Donc, et ça fait 20 ans qu'on gère une structure de 500 élèves, 60 profs,
avec des plannings, avec toute la complexité d'un planning, toute la complexité du social à gérer avec Linux, et on n'a jamais été embêté. Donc depuis ce temps-là, le blackout des ordinateurs est devenu totalement inconnu. De trembler pour rentrer dans son bureau en se disant est-ce que ça a marché, ça n'existe plus. Donc on vit beaucoup plus sereinement de ce côté-là. Après, à partir de là, on avait besoin d'outils de gestion particuliers, parce que la gestion d'une structure, souvent il y a besoin d'outils de gestion, ça ne se limite pas à un tableur, à un navigateur, et donc il fallait un outil spécialisé. Ces outils spécialisés, il y en avait quelques-uns qui existaient mais propriétaires et qui ne tournaient pas sous Linux. Donc on s'est dit, comme on était parti sous Linux et qu'on n'est pas informaticien, on s'est dit, plutôt que de payer des licences, on avait fait un calcul à l'époque de payer toutes les licences, se mettre dans les clous comme normalement on devrait le faire tout à chacun. En fait, au bout du compte, ça coûte une véritable fortune. Quand vous faites l'addition, c'est quand même assez monstrueux. Donc on s'est dit, plutôt que de payer des trucs sur lesquels on n'est pas satisfait, on va se payer un gars maison. Et donc on a créé un poste au départ qui a été un emploi aidé, et on a créé un poste d'informaticien à maison, donc qui nous a fait notre maintenance, qui nous a bidouillé ça aux petits oignons, qu'on interpelle quand on veut tous les jours, avec lequel on a une relation directe, humaine, et pas à travers des gens sur lesquels vous n'avez jamais de réponse. Je veux dire, si téléphonez à Windows pour avoir, quand vous avez un problème, je ne sais pas si vous allez avoir une réponse. Moi, d'expérience, j'en ai jamais eu, mais bon. Donc, voilà, et ça a duré que 6 mois. Mais en 6 mois, j'ai vite fait le tour du problème, quoi. Donc voilà, donc après, ça fait 18 ans qu'on développe avec nos petits moyens. Donc en même temps que le gars, il maintient le système pour qu'on puisse tous travailler. Donc on travaille à distance, on travaille. Ce qu'on fait avec, c'est quand même assez extraordinaire, hein. On est plusieurs à travailler à distance, ce qui est pas toujours évident avec d'autres systèmes. Donc en plus de maintenir donc le serveur avec tous les logiciels et les mises à jour, et puis tout ce que chacun d'entre nous on lui demande, parce qu'évidemment si ça peut faire le café, on lui demande de faire le café, mais pour l'instant le logiciel ne le fait pas encore, mais enfin bon, bref, il développe donc un logiciel maison qui s'appelle Algem, et qui donc gère tous les adhérents, les plannings, avec toute la complexité de ce que peut être un planning d'école, avec des profs qui sont absents, qu'il faut remplacer, des changements de salle, des élèves qui bougent aussi régulièrement. Enfin, c'est la gestion d'un planning, on ne s'imagine pas le casse-tête que ça peut être, mais si vous rentrez vraiment dedans, vous allez vite vous apercevoir que c'est un truc de folie, quoi. Donc, ça gère les adhérents, ça gère les salariés, le planning des salariés, ça gère les profs, ça gère le suivi pédagogique, ça gère les cotisations avec le transfert en comptabilité des écritures comptables. Qu'est-ce que ça gère d'autre? Voilà, ça fait déjà pas mal de choses, quoi. Et là, maintenant, ce logiciel, donc, qu'on a mis en libre, bien évidemment, commence à atterrir chez les collègues à droite et à gauche, et ça commence à faire des petits, et il commence à y avoir une micro-communauté qui est en train de se constituer autour de ce logiciel. Et une économie. Et on commence à générer une économie, parce que les structures culturelles, je ne vous fais pas le dessin en ce moment des structures culturelles, c'est quand même la cata dans le milieu, donc c'est la cata chez nous aussi. Le poste qu'on avait réussi à financer jusque-là, aujourd'hui on ne peut plus le financer, donc il est obligé de s'autofinancer. Et donc pour la première fois l'année dernière, sur la saison
2014-2015, on a réussi à autofinancer le poste de l'informaticien. Donc là, on vient de gagner une grande bataille parce que ça, c'était pas évident. On a du mal à comprendre comment tu as autofinancé. Il faut que tu expliques la démarche d'Algem et ce que tu as fait. L'autofinancement se fait principalement autour de la formation, puisque donc un outil comme ça, sans formation, c'est pas un traitement de texte. Hein, donc sans formation, c'est quand même compliqué de s'en servir. Donc en fait, c'est principalement de la formation, donc formation continue pour les personnels donc des structures qui. C'est-à-dire que Bruno, qui est dans une fédération d'écoles de musique, a dit à ses copains, regardez comment je fais pour gérer mon école de musique. Les copains ont dit, ah c'est pas mal, pourquoi on ne le passe pas chez nous? Et l'avantage de ce qu'a fait Bruno sur 30 ans de gestion d'une école de musique, c'est qu'il a pu développer un logiciel qui correspond profondément à des besoins d'un directeur d'école de musique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des produits concurrents, mais qui sont aussi paramétrés, comme il a demandé d'aller aussi loin à son informaticien de paramétrer. C'est que du coup, il est arrivé vis-à-vis de ses collègues à pouvoir leur solutionner, d'avoir une proposition logicielle qui était vraiment propre à de la gestion d'une école de musique. Et donc, du coup, ça a commencé à essaimer via des fédérations d'écoles de musique. Je suis là pour qu'on comprenne un peu ce qui est né autour de son travail de développement. Alors, l'économie, c'est de la formation, mais après, l'économie, c'est pas que la formation. Après, l'économie, c'est que les confrères ont besoin de spécificités X ou Y. Et donc là, on leur dit, bon, bah, écoutez, il n'y a pas de problème, on vous fait ce que vous voulez, mais là, par contre, il faut mettre la main au portefeuille parce que là, il y a 15 jours de développement et nous, on ne peut pas payer un gars 15 jours juste pour vos beaux yeux. Donc ça, sur les améliorations ou les compléments de ce logiciel, donc qui retournent après dans le pot commun. Hein. C'est-à-dire que toutes les améliorations qui sont faites, que les gens payent, ça retourne après dans le pot commun. Donc ça, on a 3 sources de revenus maintenant sur ce logiciel. Donc la formation, le développement spécifique, et puis donc la maintenance, c'est-à-dire que les gens qui le prennent une maintenance annuelle pour avoir les mises à jour, pouvoir téléphoner quand ils ont un petit souci ou quand ils n'arrivent pas à faire ceci ou cela. Donc on les dépanne, quoi. Donc voilà, et tout ça se fait avec un seul et unique GIA et ça fait 18 ans qu'on est dessus. Donc voilà, alors Jérémy a insisté sur école de musique, mais en fait, ça dépasse largement école de musique. C'est-à-dire que tout ce qui est centre de formation, partout où il y a besoin de gérer des salles, du personnel et un public, donc on peut appeler stagiaires, élèves, étudiants, ça fonctionne très bien. Hein, donc aussi locaux de répétition, parce que on est aussi locaux de répétition. Donc locaux de répétition, ça gère aussi la partie studio. Donc voilà, donc le développement est quand même assez poussé, quoi. Voilà, donc après, après je peux parler plus sur le côté pédagogique, mais là c'est peut-être un retour un peu différent. Donc ce que je voulais en tout cas, merci Bruno, illustrer à travers ton exemple, c'est que si toutes les associations il y a 20 ans, parce que c'est quoi ton budget, c'est quoi le budget de Musique Tangente? C'est 500 000 €. D'accord. Donc si toutes les associations de l'éducation populaire il y a 20 ans avaient fait le choix de Musique Tangente sur une expérimentation qui est très localisée, sur Malakoff, sur un choix de gestion, je peux vous assurer qu'au niveau du logiciel libre, on n'en serait pas là. Quand on voit les grosses fédérations d'éducation populaire comme la Ligue de l'enseignement, comme les Franca, comme les CMEA, comme d'autres, on voit qu'il y a pour moi eu un loupé dans ce qu'aurait permis, si l'éducation populaire était restée en cohérence avec un développement sur ses valeurs. Donc pour moi, je ne sais pas, soit il y a un discours qui ne s'est pas passé, alors que la démarche de Framasoft qui est de dire, voilà, on essaye de médiatiser des choses, en même temps qu'on regarde les valeurs de l'éducation populaire telles qu'étaient pensées par Jean Massé, qui fait partie d'un des fondateurs de l'éducation populaire, à ce moment-là, et quand on voit que Jean Massé cite Pascal, où à un moment donné, un des principes de Pascal, c'est de dire que l'humanité est en progrès et qu'il considère que le savoir, c'est la somme de tous les savoirs cumulés d'un homme et qu'un homme qui apprend finalement est l'héritier de tout ce que les hommes ont été faits avant lui. Et on est vraiment proche
on veut dire, de la philosophie du logiciel libre, on est en totale cohérence avec ce qu'a dit Bruno. Quand quelqu'un développe quelque chose, ça retourne au pont commun. Pourtant, l'éducation populaire jusqu'à aujourd'hui ne l'a pas fait. On va avoir 2-3 modèles, 2-3 expériences. Cet effort n'a pas été fait. Les raisons peuvent être multiples. Mais en tout cas, je voulais vous donner dans cette conférence cette réflexion-là. Donc, commencer par Bruno. Je voudrais passer maintenant la parole à Quentin, qui finalement, pour moi, je vais troller dans le co-festival, parce que je n'étais pas assez inclusif, mais essaye de faire un travail où justement, il considère que finalement, il y a un fossé qui sépare à l'heure d'aujourd'hui encore les technologies, les enjeux et le grand public. Donc finalement, au bout de quand l'éducation populaire, avec un petit effort intellectuel, aurait pu faire la même chose que Musique Tangente, et donc il fait un travail justement pour que finalement les enjeux autour du logiciel libre, mais pas seulement, hein, vu que le logiciel libre, quand on regarde ce que ça fait, on n'est pas très loin de nos libertés personnelles, on n'est pas très loin de nos données, on n'est pas très loin aussi d'une autre économie qui se gère, donc mène un travail. Et donc, du coup, la question qu'on fait, c'est est-ce que tu peux nous parler de ton expérience et du coup de ta vision et de comment tu en es arrivé finalement à faire à dire c'est important finalement que on en remette une couche sur l'éducation populaire et le logiciel libre. Bonjour à toutes et à tous. Pour répondre à la question initiale de Jérémy, pourquoi l'éducation populaire, à mon avis, pourquoi on a raté le coche, je pense que ça peut être intéressant de se reposer la question de ce que c'est que l'éducation populaire et pourquoi elle aurait dû défendre davantage le logiciel libre. Il me semble, après c'est un avis personnel, mais que l'éducation populaire, c'est avant tout un outil d'émancipation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut redonner un pouvoir d'agir, un pouvoir de décider aux personnes à qui on a essayé de le retirer. C'est-à-dire que dans le logiciel libre, il y a cette idée de liberté, de pouvoir modifier son logiciel, savoir comment il est fait, savoir voilà, quelles sont les conséquences quand on l'utilise, comment il fonctionne. Et derrière ça, il y a l'idée que c'est la personne qui va l'utiliser qui a le choix, qui peut se dire, est-ce que moi, avec ce que je recherche techniquement, avec mes valeurs, avec ce que je veux en faire, est-ce que ce logiciel il me convient et est-ce que je peux le modifier, etc. Et typiquement, je pense que là où il y a un gros travail et un gros rôle de l'éducation populaire à jouer, qui n'a pas été trop joué jusqu'ici, c'est de reposer cette question. Typiquement, est-ce que la technologie, elle est neutre? Est-ce que quand on nous présente un choix technologique, ça n'a aucune signification? Je prends un exemple. Maintenant, on a à peu près toutes et tous la fibre, mais quand il y a eu le standard de la DSL qui a été instauré, on a fait un choix. On a fait un choix sans forcément demander aux gens leur avis, qui est de dire que le débit montant, c'est-à-dire la capacité des gens à mettre des choses en ligne et d'une certaine manière à s'exprimer, il devait être plus bas que le débit descendant. C'est-à-dire que de fait de récupérer des contenus. Et en faisant ce choix sans le discuter, sans le porter spécialement sur la place publique, on a décidé que sur Internet, c'est quand même plus intéressant que les gens puissent aller récupérer les contenus qu'on leur met plutôt qu'ils puissent aller poser leur contenu et s'exprimer eux-mêmes. Typiquement, quand on fait un choix comme ça, c'est loin d'être neutre. Socialement, ça n'a pas du tout la même signification et ça n'a pas les mêmes conséquences. Et de fait, quand on utilise du logiciel, que ce soit sur des ordinateurs, téléphones portables, etc., il y a énormément de choix comme ça qui se jouent. Et il me semble que la tendance actuelle, qui est vraiment pas réjouissante, c'est qu'on n'a pas spécialement envie de discuter l'impact éthique, l'impact écologique, l'impact économique, de faire tel ou tel choix ou d'utiliser tel ou tel logiciel. Et là où, à mon avis, il y a un vrai travail d'éducation populaire à faire, c'est qu'il faut remettre ce choix dans les mains des gens. Il faut remettre ce choix dans les mains des gens parce que si on décide à leur place, ce n'est pas eux qui contrôlent leur technologie, c'est leur technologie qui les contrôle. Quand on utilise Facebook, quand on utilise tout un tas de choses comme ça, ou des logiciels privateurs, dont on ne sait pas comment ils fonctionnent, dont on ne sait pas si dedans il y a des portes dérobées qui sont en train d'épier ce qu'on est en train de faire et l'envoyer ailleurs, ça pose vraiment un problème. Et de fait, il y a un rôle à jouer des associations d'éducation populaire, et pas juste des associations, ça peut être des structures, des collectifs, ou juste des gens comme ça qui ont envie de faire quelque chose pour partager un savoir-faire, le rendre plus accessible, parce que, quand même, sur la question de l'informatique,
c'est quelque chose qui est un peu hermétique, qui n'est pas évident. Il y a des anglicismes partout. Moi, il y a beaucoup de gens, quand j'essaie de les convaincre, au début, ils me disent oui, mais enfin, tu sais, c'est un peu compliqué, on n'y comprend rien. Encore des trucs de geek. Et de fait, si on arrive pédagogiquement à rendre ça plus accessible, à faire comprendre les enjeux, à ce moment-là, chaque personne peut se dire, bah voilà, moi je suis d'accord pour que on épie toutes mes données, on me géolocalise, on voit ce que j'achète, on voit comment je pense, etc. Et qu'on lance un petit algorithme dessus pour savoir ce que je ferai dans une semaine. Moi, ça me va. Si les gens ils décident en leur fort intérieur avec leur liberté, c'est très bien. Le but de l'éducation populaire, c'est pas de décider à la place des gens, c'est de leur remettre les moyens de décider. Quand on vient dire aux gens, oui, cher machin, chers pauvres, chers jeunes de banlieue, nous sommes l'institution X, l'association Y, et on vient vous dire de faire ça parce que c'est bien, ça, c'est pas de l'éducation populaire. L'éducation populaire, elle vient dire, regardez, vous êtes confrontés à tel choix, et voilà, on va essayer de partager avec vous, sur un pied d'égalité, des informations, des savoir-faire qu'on a, et après, c'est à vous de décider si vous estimez que c'est bien ou pas, si vous avez envie ou pas. Et après, c'est votre responsabilité individuelle. Et voilà, de fait, pour répondre à ta question, je pense qu'il y a vraiment beaucoup à faire là-dessus parce qu'il y a très peu d'informations sur la question de l'usage des nouvelles technologies, de l'intérêt du logiciel libre à ce niveau-là, que ce soit sur la vie privée, sur la capacité à modifier, à savoir comment ça fonctionne. Et vraiment, il y aurait, à mon avis, intérêt à ce que les gens soient plus informés là-dessus, qui puissent acquérir plus facilement des savoir-faire pour pouvoir faire leur propre choix et voir ce qui leur convient à titre personnel sur la question. Merci. On va continuer avec Benoît sur cette réflexion. Finalement, pourquoi ce n'est pas évident d'avoir une évidence consensuelle à avoir un passage à l'acte sociétal. Donc j'ai présenté Benoît, mais Benoît milite aussi sur quelque chose qui est très important, c'est les dangers du vote électronique. Ça veut dire que, donc quelque chose qui concerne profondément l'éducation populaire pour ceux qui sont attachés à la démocratie, c'est-à-dire pourquoi à un moment donné, une partie des personnes sont prêts à faire confiance à un ordinateur pour faire un vote et que ça impacte sur le choix d'un représentant d'un pays. Je laisserai dire Benoît pourquoi c'est insécurisant. Il a fait beaucoup de pédagogie et la question que je lui poserai, c'est pourquoi il est toujours obligé à l'heure d'aujourd'hui, alors que les arguments sont probants. Après sa démonstration, je pense que vous la partagerez peut-être. En tout cas, ça fera peut-être débat. Pourquoi il est toujours obligé de faire ce travail-là à l'heure d'aujourd'hui, alors que, voilà, on l'a vu, notamment quand le Parti socialiste a fait ses votes et que c'est devenu un troll public avec des journalistes qui ont prouvé qu'ils étaient en capacité de voter plusieurs fois sur des faux noms, et que ça influence un choix important, c'est-à-dire sur une position d'un parti politique français. Pourquoi finalement des choses qui peuvent sembler évidentes, comme ce qu'a raconté Quentin, ça veut dire on accepte, ce qui était dit dans la conférence tout à l'heure avant, on accepte d'installer Facebook et on accepte que Facebook lise nos emails, lise nos SMS, sache où on est et qu'on donne à une entreprise autant de savoir et que finalement on est tous, enfin une grande majorité, sont encore sur Facebook. Pourquoi finalement cette évidence de conscientisation de c'est pas bien n'arrive pas finalement à avoir un impact sociétal quand finalement par rapport à ce qu'a dit Quentin, c'est la mission, je vais être un point de vue un peu mitigé par rapport à Quentin, de l'éducation populaire, d'être un peu plus militant. Donc, je te laisse la question par rapport... déjà, initie-nous au vote électronique et après, justement, sur cette partie-là d'aspect des choses, pourquoi ton combat, finalement, n'a pas été plus entendu ? Il y a un des aspects qui va permettre de voir un peu la problématique, c'est même là, sur ce salon, sur les événements, sur tout ce qui est lié aux communautés logiciels libres open source, on voit déjà qu'on va avoir un panorama qui va de l'open source jusqu'au logiciel libre. Donc on va avoir des gens qui sont intéressés par des aspects d'efficacité, d'efficacité technique, de rentabilité économique. Et dans l'autre côté du panorama, on va avoir des gens qui sont là pour d'autres aspects de partage ou d'éthique. Déjà, ça change un peu la façon de voir les choses. On va avoir des gens qui, s'ils sont là pour des questions de partage et de relation avec les gens, on pourrait se dire qu'ils sont assez proches du secteur associatif et le secteur associatif va massivement utiliser du logiciel libre. En pratique, ce n'est pas le cas. Il y a toujours eu besoin de faire une initiative comme Libre Association qui est portée par l'April pour expliquer aux associations que ce qu'elles font naturellement, en général sur l'aspect social, humain, elles ne le font pas du tout au niveau informatique et au niveau de leurs pratiques liées au numérique de manière générale. Il faut le rappeler.
il faut voir aussi qu'on va avoir des gens qui sont là uniquement pour les aspects techniques, qui vont s'intéresser à la technicité et que ça. Donc c'est bien, je sais utiliser, j'ai compris comment ça marche, je peux utiliser de la cryptographie, je sais comment ça marche, je sais ce que je risque pour mes données privées, oui, moi je le sais, oui. Maintenant, est-ce que d'autres personnes en sont conscientes? Est-ce qu'elles savent, est-ce qu'elles sont au courant des problématiques? Après, il y a la question de, est-ce que le fait que d'autres personnes en soient conscientes, c'est important pour moi ou pas? Si je m'intéresse à faire de la technique, et voilà, je vais pouvoir discuter avec d'autres gens qui font de la technique, mais je ne me préoccuperai pas du reste. Et quand je dis de la technique, là, ça peut être ce qui est le sujet principal en général pour les communautés logicielles open source, la technique informatique, mais c'est valable pour le domaine juridique. Est-ce que la complexité des licences m'intéresse ou pas? Est-ce que la protection des données personnelles d'un point de vue juridique, ça ne me concerne pas? Est-ce que les impacts de la brevetabilité du logiciel me concernent ou pas? Voilà, donc ça peut être sur plein de sujets différents. Et ces aspects-là, est-ce qu'on veut que d'autres gens s'en préoccupent ou pas? Est-ce qu'il y a un effort pédagogique qui est fait ou pas? Est-ce que les développeurs ou les gens dans les communautés pensent à la question de l'accessibilité et se disent ouais, mais on fait des logiciels, mais on voudrait bien que tout le monde les utilise, et y compris les gens qui sont en situation de handicap physique ou mental ou autre, est-ce qu'ils vont être en capacité d'utiliser? Est-ce que seulement on a pensé à ces gens-là? Pareil pour la problématique des langues, pareil pour plein de problématiques. Donc, au final, ça tire un peu dans tous les sens et ça explique une partie des problèmes. Et dès qu'on rentre sur des sujets qui sont techniques et si les gens ne sont pas formés, et ben c'est facile de s'en désintéresser, de prendre le plus facile, de prendre le choix qui est fait par quelqu'un d'autre. La stratégie d'Apple, c'est j'ai fait tous les choix pour vous. C'est simple, vous n'aurez aucun choix à faire. C'est une promesse marketing qui marche. Hein. Ils disent vous n'aurez aucun choix à faire. On a fait déjà tous les choix pour vous. Vous ne posez pas de questions, c'est bon, c'est fait. Et à contrario, les objectifs, normalement, à mon sens, des communautés logicielles libres et de l'éducation populaire, c'est bien de donner les informations aux gens pour faire des choix. Pour revenir sur l'aspect vote électronique, si je dois expliquer le vote électronique à des gens, ce que je fais régulièrement, c'est je peux vous expliquer le vote électronique, mais autant je peux expliquer à n'importe quel électeur majeur donc, comment ça fonctionne à votre papier, pourquoi est-ce qu'on utilise du papier, pourquoi on a des urnes transparentes en France, pourquoi on met les bulletins dans des enveloppes, comment ça marche, qui sont les scrutateurs, à quoi ça sert, quel est tout le processus. Autant si je dois expliquer de la même façon un scrutin électronique, que ce soit par des machines à voter sur des ordinateurs de vote ou par Internet, ben, je vais devoir expliquer aux gens que personne n'est en capacité de leur expliquer comment ça marche. Je peux vous résumer comment ça marche, je peux donner les grandes lignes. C'est comme si je vous disais, une voiture, il y a un moteur, il marche à l'essence. Vous voyez, c'est assez différent de vous dire pourquoi quand on met de l'essence, ça met des choses en rotation et pourquoi le véhicule se déplace et en détail ce qui se passe. Sur un scrutin de vote électronique, si je veux expliquer à des gens ce qui se passe en détail, je vais devoir leur expliquer comment le fait d'appuyer sur une touche de clavier, ça va générer un signal électrique qui va être propagé, qu'en termes de physique, il y a des électrons qui se déplacent, qu'il y a des transistors, qu'à l'intérieur, il y a un logiciel qui va donc faire des choix, qui va faire des traitements, que ça passe par du matériel, que le matériel va faire des choix, qu'il y a de la cryptographie et qu'il suffit qu'il soit expert en mathématiques pour comprendre comment ça marche. Qu'ensuite, ça va passer à travers des réseaux, et que les réseaux, c'est compliqué. Il y a des informations qui passent là ou qui passent autrement, qui sont traitées par d'autres trucs, que ça va arriver de l'autre côté, qu'il va encore y avoir des traitements. Personne actuellement n'est en capacité de comprendre au sens dans son ensemble, de voir l'intégralité de ce qui se passe sur un scrutin électronique. Juste parce que dès qu'on dématérialise les choses, on sort du domaine des sens, et donc les humains ne peuvent pas voir ce qui se passe. Et en plus, c'est tellement technique et ça nécessite tellement de compétences que personne ne les réunit, ces compétences. Et donc, c'est un vrai choix de société de dire on passe d'un système où on peut expliquer à tout le monde comment ça marche, crée une certaine confiance chez le lecteur parce qu'il comprend comment ça fonctionne. Il peut vérifier comment ça fonctionne et il peut participer, se sentir impliqué. Ou alors, on lui dit le système est contrôlé par des experts. Les experts disent que ça va bien se passer. Et c'est une petite quantité de personnes qui assurent le contrôle. Et encore, même les experts ne sont pas en capacité de fournir autre chose que des garanties. C'est pas comme si ici une personne pouvait dire l'informatique, il n'y a pas de bug, il n'y a pas de souci, ça marche parfaitement bien, on peut vous le garantir. Le matériel n'aura jamais de souci, il n'y a jamais d'intrusion, de problème de sécurité, personne n'essaie de frauder, etc., etc., etc. On ne peut pas offrir de garantie absolue, mais même on est assez loin de pouvoir offrir ça. On va juste pouvoir dire on a fait ce qu'on a pu, on a mis les garanties qu'on pouvait. Et ça, c'est un vrai choix de société. Sauf que pour faire des choix de société, il faut que les problèmes soient posés, de préférence avant.
Ce qu'on peut reprocher sur les aspects vote électronique en France, c'est que les débats aient lieu après que les décisions ont été prises. Donc, ce qui est en termes d'éducation populaire et de choix faits même par les représentants du peuple ou de débats de société pose un vrai souci. Mais en plus, le choix n'a pas réellement été fait, mais a posteriori dans les débats. Si on regarde la communauté scientifique va dire que le vote électronique pose des vrais problèmes pour les scrutins institutionnels, juste parce qu'on ne sait pas résoudre cette combinaison de on veut un vote qui reste anonyme, parce que c'est un des fondements de la démocratie, qu'on ne puisse pas faire pression sur l'électeur, et le conjoint, enfin dans un couple, d'un conjoint sur l'autre, le patron sur le salarié, un parti sur un autre, le gros bras sur quelqu'un, la mafia sur un individu, etc. On ne peut pas garantir à la fois l'anonymat, la possibilité de vérifier comment fonctionne le scrutin, et le fait que ça soit explicable à tous. On peut facilement avoir des solutions mathématiques extrêmement compliquées, des choses informatiques, techniques, et dire on va réussir à faire un scrutin dans lequel des informaticiens et des spécialistes auront confiance. La vraie question, c'est est-ce que les gens auront confiance et est-ce que la société accepte ou pas de perdre son contrôle sur un scrutin institutionnel. Et ça, c'est un choix de société. Et ma position est de dire si les électeurs, globalement dans leur ensemble, acceptent ce choix-là, c'est leur choix. Du moment que leur choix est éclairé, c'est pas le principe de la démocratie, du moment que les gens sont conscients de ce qu'ils gagnent et de ce qu'ils perdent, voilà, le vote électronique, ça permet de faire souvent des scrutins et d'avoir des résultats rapidement. Si ça présente un avantage, et si les gens estiment que ça présente un avantage autre que le fait qu'à 20h10, on ait les résultats sur les plateaux de télé, ce qui ne me paraît pas une avancée démocratique majeure, si ça permet des choses et que globalement ça intéresse et que les gens disent ok, banco, on accepte de perdre la possibilité de vérifier le scrutin, tant pis, il y a quelqu'un qui annoncera les résultats et on accepte ces résultats, peu importe. Mais que le choix est fait de manière consciente, là on aura progressé. Si c'est uniquement faites-nous confiance, c'est des promesses, on s'engage et on vous dit ouais, évitez de vous poser des questions. Ça sert à rien de se poser des questions, d'autres on a déjà fait les choix, il suffit de nous faire confiance et ça va bien se passer. À moi, ça me pose problème. Après, voilà. Et l'objectif, c'est d'expliquer aux gens les problèmes que ça pose, de même qu'on va expliquer dans le monde du logiciel libre quels sont les problèmes posés par les DRM, les menottes numériques, et pourquoi ça pose problème qu'on contrôle l'usage privé, qu'on mette des limitations à la lecture, qu'on empêche les aveugles de lire des livres électroniques, etc. Les problématiques liées à la brevetabilité du logiciel ou les problématiques liées à la vente liée, etc. Plein d'autres problématiques. Le but, c'est vraiment d'expliquer aux gens ces problématiques-là et que les gens fassent leur choix en conscience. Si, malgré tout ça, les gens veulent utiliser des solutions propriétaires, ils veulent utiliser du Windows, de l'Apple, etc., c'est leur choix. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils soient conscients de ce qu'ils gagnent et de ce qu'ils perdent. Et en général, de ce qu'ils perdent, surtout. Je voudrais juste réagir à ce que dit Benoît. Enfin, je suis vraiment fondamentalement d'accord là-dessus. Et moi, ce qui me pose question, c'est pourquoi est-ce qu'on accepte, par exemple, le vote électronique, alors que, mettons, si on avait dit, bon, on va changer le système électoral, maintenant, les urnes vont être fermées, et puis vous ne voyez pas comment vous mettez le papier dedans, et c'est ces 3 experts qui vont les compter pour vous. Est-ce que vous êtes d'accord? Probablement que dans ce cas-là, on aurait dit, non, on n'est pas d'accord. Mais quand c'est du vote électronique, ça passe. Moi, ça me pose question parce que je me dis, pourquoi, alors qu'il y a une opacité, qu'on ne comprend plus pourquoi et comment fonctionne le processus, pourquoi est-ce que les gens ont quand même été d'accord avec ça? Et à mon avis, ce qui est un peu problématique aussi, c'est que on a dit, ah bah c'est de la technologie, c'est une solution technologique, c'est fiable, etc. Et c'est quand même nécessaire, comme il le dit, de se poser le choix de société et pas juste de dire, d'avoir une espèce de foi religieuse dans la technologie et se dire, ah bah c'est de la technologie, ça va forcément être mieux, ça va forcément être génial. Et de se dire, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd, et de faire son choix en conscience. Et à mon sens, c'est dommage que, par exemple, il n'y ait pas un peu l'équivalent de l'éducation sexuelle dès le plus jeune âge, mais sur des questions justement de technologie, de logiciels et autres, pour que très tôt dans la vie, parce que de toute façon on est confronté très tôt dans la vie à des questions comme la vie privée en ligne, l'usage de logiciels, etc. Maintenant on a un portable vraiment super jeune, quoi. Et je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas une démarche dans ce sens-là, pour sensibiliser un maximum de gens, justement pour qu'on puisse faire des choix en ayant pleinement conscience des enjeux qui se jouent derrière. Et pour juste un autre aspect qui est intéressant dans l'éducation au numérique de manière générale, on a un autre aspect qui est lié à
la possibilité de s'exprimer sur Internet, qui est aussi un élément important, c'est que ça devrait faire partie maintenant de l'éducation, de savoir ce que ça veut dire s'exprimer en public, parce que s'exprimer sur Internet, c'est s'exprimer en public, et donc des conséquences que ça peut avoir, avoir des commentaires injurieux ou autres, c'est pas pareil quand ils sont dans un lieu privé ou exposés sur Internet. Voilà, ce type d'aspect de comment savoir s'exprimer sur Internet est un élément aussi important pour avoir des échanges et pour essayer d'améliorer un certain nombre d'aspects. Là, c'est plutôt mon côté du gestionnaire du site Linux FR qui parle. Quand on voit des commentaires ou quand il y a des dérives sur des commentaires, on va se retrouver avec des commentaires racistes ou des débats sans fin sur tel ou tel sujet ou des commentaires qui deviennent agressifs, ou etc. Ça fait on voit les difficultés que peuvent avoir des gens à s'exprimer parce que ça vient petit à petit. Forcément, le renouvellement des générations fait aussi son office, mais c'est pas parce que les gens sont nés dans un monde où il y avait du numérique partout qu'ils savent s'exprimer correctement et sont capables d'avoir un débat sur Internet. C'est très loin d'être le cas et ça aussi, ça s'apprend, ça devrait faire partie de l'éducation. Un des enjeux qui est mis en avant et qui pourrait être une réflexion pour rebondir sur Bruno, c'est qu'on a l'impression que finalement, l'éducation populaire, comme tant d'autres, ont refusé de penser la complexité. Et donc, on laissé le choix de la complexité à d'autres. C'est-à-dire, comme à un moment donné, il y a de la complexité, on ne veut pas se positionner, on accepte que d'autres personnes nous simplifient quelque chose. La complexité, c'est effectivement être en capacité de réfléchir à notre démocratie, parce que la question qui est posée à l'heure d'aujourd'hui, qui est sous-jacente au logiciel libre et qui est un des fondements de l'éducation populaire, c'est-à-dire la capacité qu'on a quand on est dans une position d'acteur de pouvoir montrer à quelqu'un le code de comment est fabriqué un logiciel et de comment est le logiciel. Voilà, ce principe-là où il n'y a pas de magie dans la connaissance et qu'à un moment donné, on démystifie la connaissance, qui fait partie du gros travail qu'a fait Jean Massé, qui est un des fondateurs de l'éducation populaire, sur les arithmétiques, à un moment donné, avec tous les traités qu'il a fait pour expliquer l'arithmétique aux enfants, etc. Donc, musique tangente, OVNI, du coup, parce que j'avais l'impression, vu que sur les choix que tu as fait, et comment finalement dans ta fédération, et dans le militantisme, parce qu'on par ailleurs un gros militant de l'éducation populaire, Bruno, parce que allez à Musique Tangente un jour, si vous voulez voir une structure exemplaire en éducation populaire, c'est Malakoff. Il y a besoin d'adhérents. Dans la machine, il n'y a pas de coca à Musique Tangente, il a mis que des produits bio-équitables dans la machine à Musique Tangente. Il n'en est pas encore aux toilettes sèches parce qu'il n'a pas trouvé la solution. Mais le tri des déchets est déjà mis en application. C'est-à-dire que vous pouvez prendre Musique Tangente, on aurait pu faire éducation et logiciel libre, on aurait pu faire éducation et tri des déchets. Comment une école de musique a anticipé le tri des déchets avant les autres, avec du compost dans une école de musique, c'est fait. Donc du coup, c'est vrai que tu n'es pas un ovni, mais en même temps, comment se fait-il que les camarades, parce que tu viens aussi de la culture des squats, de la lutte sociale, au départ, vu que Musique Tangente, ça s'est créé au départ sur un mouvement social qui avait envie d'apprendre la musique à une époque où le jazz n'était pas enseigné, où il n'y avait pas de reconnaissance dans les musiques actuelles. Est-ce que du coup, tu penses que tu fais figure d'ovni ou que tu penses que finalement, il y a une capacité sur toutes les questions évoquées de complexité de ramener les copains et les personnes avec lesquelles tu milites sur des enjeux? Parce que si tout le monde avait fait ton travail, à l'heure d'aujourd'hui, je suis désolé, je reviens, on n'en serait pas là où on est, où on est en termes d'explication. OVNI, oui, c'est vrai que déjà au tout départ, quand on a fait le choix et que j'ai un peu pressé le conseil d'administration, un peu orienté le choix du conseil d'administration à aller vers Linux, déjà là, j'étais déjà OVNI là. Donc parce qu'on m'a réellement traité de fou furieux à cette époque. Aujourd'hui, plus personne ne le pense, mais il faut revenir 20 ans en arrière et effectivement, c'était un peu osé, quoi. Aujourd'hui, c'est pareil, ça évolue doucement, mais sûrement dans les structures. Les confrères commencent à
à se poser des questions sur le logiciel libre, avec 20 ans de retard, mais il commence à se poser des questions. Il commence à se dire, tiens, alors c'est un petit peu par le petit bout de la lorgnette, mais à la place d'utiliser Internet Explorer, ils vont utiliser Firefox. C'est des petites choses, ça paraît bénin, mais dans certaines structures, c'était déjà des avancées énormes, parce que les habitudes, il faut aussi voir aussi les habitudes des usagers, donc des gens qui travaillent. Et là, il y a des résistances. C'est-à-dire que quand sur l'ensemble du personnel, il y a tout le monde qui dit « Ah ben non, mais moi je ne connais que Internet Explorer et je veux pas aller vers autre chose parce que je connais pas », en fait, les gens ont la peur de l'inconnu. C'est-à-dire que comme ils ne connaissent pas l'outil, ils ont peur d'utiliser des nouveaux outils. Donc, il faut arriver à démystifier tout ça. Et donc là, il y a un long travail d'approche. Et voilà. Et donc ça se fait doucement. Nous, par exemple, sur Algem, c'est pareil. Au départ, on était un petit peu, directif, j'allais dire terroriste, pas terroriste, parce que c'est quand même pas le mot. Bon, en ce moment, c'est vrai que ça fait, c'est malvenu, mais mais un peu directif, c'est-à-dire que les tout premiers confrères qui ont servi de souris blanche quand on a commencé à déployer Algem, on leur a dit il vous faut un serveur Linux. Je vous raconte pas le masque. Donc là, ça a été dur d'avancer en leur disant il vous faut un serveur Linux. Donc le premier à jouer le jeu, on lui a dit bah, t'as pas une vieille machine, là on la met dans un coin, t'as pas besoin de t'en occuper, et puis on fait tourner Algem dessus, et puis que vous avez plus sur votre Windows, sur vos appareils, sur vos postes de bureau, vous allez juste avoir une icône qui apparaît avec Algem, et donc pour vous c'est transparent. Donc on a réussi à faire accepter la solution pour un collègue. D'ailleurs, soit dit en passant, ça c'est une petite histoire. D'ailleurs, c'est parce qu'elle est assez incroyable. C'est ce collègue qui était ceux qui sont les studios de la chaufferie à Bagneux. Donc on lui avait mis dégoter une vieille machine. On l'avait mis carrément dans la réserve. Vraiment, ils avaient carrément même oublié que la machine existait. Un jour, il me téléphone, il me dit Bruno, dis donc, il me dit, je crois que ça fait longtemps qu'on a le truc. Là, peut-être qu'il y a des mises à jour. À l'époque, il n'y avait pas de système de maintenance, rien du tout. On lui avait installé ça dans un coin. Il était content, ça marchait. Nous, on a continué notre vie. Et puis voilà, quoi. Ça n'avait pas été plus loin que ça. Sauf qu'ils continuaient à s'en servir au quotidien. Ils géraient leur planning. Alors, ils ne géraient pas la partie école, mais uniquement la partie réservation de salles, de studios de répétition. Et puis un jour, il m'appelle, il me dit Bruno, disons, il faudrait peut-être qu'on évolue, je sais pas, il doit y avoir des nouvelles versions, des trucs comme ça. Je dis bah oui, voilà, oui, depuis le temps, oui, c'est sûr, il y a des nouvelles versions. Il dit ça fait combien de temps? Il me dit bah ça fait 7 ans. 7 ans. Je dis donc la machine était restée 7 ans à tourner sans être interrompue. Donc ils n'ont pas eu une panne électrique, la machine n'est pas tombée en panne, il n'y a jamais eu de sauvegarde. Et ça a toujours marché, ça n'a jamais bugué. Donc 7 ans, une machine donc recyclée, hein, c'est une machine recyclée, hein, avec un Linux de base, parce que bon, comme il n'y avait pas besoin d'interface graphique, un Linux de base qui tournait. Nous, ce qu'on a développé, alors j'ai oublié de le dire, c'est parce que c'est quand même assez important dans le choix aussi du développement d'Algem, parce qu'on voulait que ça puisse tourner sur toutes les machines. Donc, on a fait un choix qui était du Java et du PostgreSQL comme gestionnaire de base de données, quoi. Donc en fait, du solide. PostgreSQL,
Ça gère par exemple Le Bon Coin, 1 million de connexions par jour, et ça bronche pas. Ça tourne d'enfer. Donc voilà. Voilà. 7 ans, une machine à tourner dans un coin, sans maintenance, sans rien du tout, sans que personne s'en occupe. Et on a récupéré toutes les données. On a remis ça sur une nouvelle machine qui était un peu plus récente, parce qu'on s'est dit, bon, quand même, là, tant qu'à faire des mises à jour, on va quand même repartir sur quelque chose d'un peu plus... Et là, ça refait encore plusieurs années que ça tourne et ça continue de tourner tranquille. Si ce n'est que là, on s'en occupe un peu plus. Il a pris parce qu'entre-temps, on a mis en place ce que je vous disais, un module de maintenance, et donc il a un abonnement, et donc on lui fait les mises à jour tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, à chaque fois qu'il y a une nouvelle version qui sort, parce que ça sort assez vite. Nous, il y a des versions qui sortent souvent de débugage, mais aussi d'amélioration continue. Donc on n'attend pas 6 mois, 9 mois, 1 an pour avoir mettre des nouvelles versions en ligne. C'est quasiment tous les 15 jours, 3 semaines, il y a une nouvelle version. Donc son poste est maintenu, ses sauvegardes sont faites. Entre-temps, le système s'est un peu amélioré et ça marche. Mais sinon, dans le milieu, petit à petit, maintenant, nous, comment c'est passé, c'est aussi, on a mis aussi en place donc le fait que, comment je dirais, je me perds un peu dans les données techniques, mais le logiciel est aussi maintenant directement sur le libre. Donc on a une solution qui s'appelle WebStart, et où en fait il n'y a même plus besoin d'installation de logiciel chez soi. Donc les gens l'ont chez eux à travers, comme pas mal de logiciels maintenant, à travers Internet, et ça leur permet de travailler de n'importe où sans se poser de questions, et ils ont accès à la gestion de leur société. Voilà. Il y en a quelques-uns qui ont fait le choix d'être autonomes et qui l'ont, et où c'est installé en dur chez eux. Mais en fait, la majorité des gens ne veulent pas avoir de gestion à faire, parce qu'en fait, ils en sont totalement incapables. Donc, parce que c'est quand même un gros problème aujourd'hui, l'informatique. C'est-à-dire que c'est une espèce de vaste truc, et en fait, personne ne comprend rien. Et on s'aperçoit, non, mais c'est quand on voit dans le milieu professionnel, les gens ne savent pas, quoi. Ils tapent sur un clavier, mais en fait, ils savent pas ce qu'ils font, ils savent pas. C'est assez sidérant, quoi, même. Des fois, c'est consternant. On se dit, mais c'est incroyable que vous vous intéressiez pas un peu plus à un outil que vous utilisez au quotidien, quoi. Je veux dire, quand vous jouez de la guitare, vous vous intéressez à vos cordes de guitare, à votre système d'amplification, à la qualité de votre jack et tout. Et là, vous avez un outil où vous mettez votre vie toutes vos données entre les mains de systèmes, et vous savez pas ce que ça devient, vous savez pas comment ça marche, vous n'êtes pas capable de le maintenir. Donc voilà, donc on a mis en place une solution à travers le net, où Jean-Marc, donc on a un serveur dédié chez OVH et les gens se connectent dessus tout simplement à travers une icône, pareil, et c'est transparent pour eux, quoi. Mais transparent, mais quand même inquiétant. Ça veut dire que du coup, ça veut dire que les personnes finalement, ils sont toujours sur l'utilisation d'un service. Donc c'est bien, tu as fait le boulot. Avec, à mon avis, le bon modèle, c'est d'avoir un informaticien justement qui accompagne ta structure, mais que du coup, tu accompagnes tes collègues à passer sur une informatique dans les nuages. Et sur lequel, de mon point de vue, oui. Bonjour. On entend mieux ? Ouais. D'accord. Non, alors, je vous ai coupé, pardon. La transition est magnifique, en fait. C'est-à-dire que la fin de ce qui vient d'être dit est juste extraordinaire par rapport à tout ce qui a été dit avant. Parce qu'en fait, on a grimpé, on a escaladé la falaise, et boum, on est arrivé en haut, et extraordinaire.
En fait, pour moi, il y a un vrai problème de complexité. On est en train de vivre le même scénario, les mêmes problématiques que les gens, les tireurs d'alerte au niveau de l'écologie il y a 30 ans. Tant qu'il n'y a pas eu de catastrophe, c'était compliqué de faire du tri. Et puis un jour, on a dit, bah si, quand même, c'est super simple de faire du tri. Ouais, mais la poubelle avec 3 bacs, elle ne rentre pas dans ma cuisine. Finalement, aujourd'hui, tout le monde a une poubelle avec 3 bacs. Et quand elle n'y est pas, on cherche où sont les bacs. Entre-temps, il y a eu quelques catastrophes. Et puis, il y a eu un matraquage de gens qui ont sensibilisé, à mon avis, qui ont fait un super boulot. Sauf que voilà, l'écologie, c'est vachement plus simple de voir un arbre qui pourrit, ou de voir une plage dégueulasse, ou de voir juste des rues crades, que de voir des données qui sont chez Google, chez Amazon, chez Apple, chez Microsoft. Et la complexité est telle que c'est juste impossible de lutter. Aujourd'hui, on fait une install de n'importe quel iOS, donc de Apple. Il faut cliquer je ne sais pas combien de fois pour ne pas prendre un compte iCloud. C'est impossible de ne pas prendre un compte iCloud. Et même quand on a cliqué qu'on ne voulait pas prendre un compte iCloud, quand il y a une mise à jour, un machin, il y a un chemin dérobé qui repropose, qui a l'air de te dire que si tu n'as pas ton compte iCloud, ton truc ne va pas marcher. Ce qui est faux, mais n'empêche que c'est incontournable. Et donc aujourd'hui, je vais revenir à la parenthèse, je vais fermer ma parenthèse. Ça revient complètement à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est on cherche la simplicité, la simplicité elle est là, et en fin de compte, à mon avis, ça doit passer par l'éducation, sauf que tous les vieux que nous sommes, en fait on s'est fait avoir, comme à l'époque de la télé, où on regardait les séries à la télé. Là on est tous à utiliser des trucs et avoir beaucoup de mal à s'en sortir, à proposer autre chose. Les jeunes, eux, utilisent les réseaux sociaux et ne voient même pas, ont même pas le temps ça leur bouffe là, les neurones, et ont même pas le temps d'imaginer qu'on peut faire autrement. Donc ça va être compliqué. L'éducation a un vrai chemin à faire, exactement qui ressemble à celui de l'intégration des notions écologiques, mais avec une complexité telle qu'on n'est pas sûr qu'on y arrive pour des raisons que vous avez dit tout à l'heure, que juste ce dont on parle est complètement impalpable. Je voudrais aussi, donc pour finir ma parenthèse sur le serveur dédié, donc la différence entre prendre un serveur dédié chez OVH et prendre un service cloud, on ne sait, chez n'importe lequel des opérateurs, elle a quand même une importance. Elle a quand même une importance, c'est quand on prend un serveur dédié chez OVH, on sait dans quel data center il est, on sait qu'il est en France ou pas, parce qu'on a le choix de prendre ailleurs actuellement. Et on sait chez qui, donc on sait quelle société l'héberge. Donc ça, c'est un premier pas par rapport à prendre un hébergement service cloud chez Amazon, où on sait aussi à peu près chez qui c'est. On sait que c'est outre-Atlantique probablement, enfin en tout cas c'est soumis à des lois qui sont probablement pas les nôtres. Après c'est un choix de faire confiance ou pas à l'hébergeur. Pour la petite info, Octave Klaba, je ne fais pas de la pub pour OVH, mais c'est dans l'idée de savoir ce qu'on est en train de faire. Pour ce que vous disiez tout à l'heure, c'est un choix, on fait un choix entre le faire ou ne pas le faire. Octave Klaba, il fait des confs tous les ans ici même. C'est le OVH Summit, il le fait depuis quelques années. Alors il a l'air de devenir le géant, l'hébergeur, le géant au niveau de l'hébergement au niveau européen. C'est certainement le cas. Seulement pour l'instant, c'est le seul mec que je connais qui dit ah ben nous on a fait une OVH box et fuck la loi. Il dit fuck la loi. Prend son micro et dit fuck la loi. Pourquoi ? Parce que son OVH box, elle chiffre depuis. C'est un machin qu'on met en amont de la Freebox ou de la Livebox, enfin n'importe quel modem. Et en fait, le machin chiffre depuis chez toi jusqu'à
jusqu'au réseau d'OVH. Et du coup, toutes les box in the middle qui ont été posées chez Free, chez Orange, etc., peuvent plus faire leur office, puisque si jamais toi, tu n'avais pas chiffré tes données, de toute façon, la box, elle le chiffre. Maintenant, on se retrouve dans l'étape suivante et le débat qui était tout à l'heure, de dire « Ah ouais, mais alors je fais confiance finalement à qui pour chiffrer mes données ?» et voilà. Mais voilà, je voulais juste exprimer cet aspect-là plus pour dire que finalement, le mec qui héberge et le patron technique, là, on peut le rencontrer tous les ans ici, on peut lui parler, on peut lui serrer la main. C'est un bon commercial. C'est un bon commercial. C'est un très bon commercial, mais voilà, c'est vrai aussi pour Free, qui est encore un meilleur commercial. Et c'est vrai il faut savoir qu'il y a plein d'autres hébergeurs, et quand on gratte un peu, on va tomber sur FDN et toute une clique de... Voilà. Je voudrais juste terminer en disant, aujourd'hui on parle de l'éducation populaire, d'ailleurs en fait finalement on n'a pas beaucoup parlé d'éducation, j'ai l'impression. J'avais l'impression dans le discours qui était, on a raté le coche il y a 20 ans au niveau des associations. Ouais, mais l'État aussi a raté le coche. Franchement, l'État a raté le coche. Pourquoi à aucun moment dans les structures de l'État, personne ne s'est approprié la fabrication d'un Google, la fabrication d'un Facebook, la fabrication d'outils hyper friendly pour que les associations arrêtent d'utiliser les Google Apps. C'est jamais arrivé. Juste pour faire tourner la parole, c'est donc la question du tiers de confiance qui serait l'État. Voilà. Aussi qui est j'entends bien, mais c'est bien sûr sur le coup sur l'éducation nationale, évidemment on voit bien, donc c'est vrai qu'on a peu parlé d'éducation. Alors après c'est un choix. Moi ce qui m'intéresse, c'était plutôt de penser la complexité d'une évidence. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu vas intervenir? Je te répondre, très bien. Je voudrais juste réagir à ce que disait monsieur sur le fait que l'État n'a pas pris ce coche-là. Il y a quelques pays qui ont fait ce choix-là, justement. Si on pense par exemple au Venezuela ou à Cuba, ils ont développé des politiques publiques qu'ils appellent de souveraineté technologique, justement parce que comme ils étaient très en opposition, ils le sont toujours d'ailleurs, mais très en opposition aux États-Unis, où il y a évidemment Google, Amazon et compagnie, ils se sont dit on ne va pas leur confier ça. Puis de toute façon, il y avait un blocus à Cuba, par exemple. Et ils ont développé des distributions Linux étatiques là-dessus. Après, c'est très délicat de dire si c'est bien ou pas, parce que dans l'idée, c'est intéressant qu'ils aient voulu préserver la souveraineté technologique, etc. Après, ça n'empêche pas, au niveau des réseaux de télécom, par exemple à Cuba ou à Venezuela, de surveiller les passages de données et de voir ce qui se fait. C'est vrai que la question du tiers de confiance, elle n'est pas évidente. Je suis bien incapable de dire si c'est mieux ou moins bien. Franchement, j'en sais rien. Ouais, ça relocalise. Ça, c'est aussi une indépendance du pays et de sa société vis-à-vis de grandes entreprises. À minima, on peut estimer que les gens ont plus de pouvoir sur leur gouvernement que sur les grosses entreprises. Bon, ça, j'en sais rien en fait. Mais ouais, c'est pas évident non plus, quoi. C'est... Non, moi j'ai une question très simple. C'était donc il y a 20 ans, c'était quelle distribution Linux que vous avez utilisée ou peut-être pas de distribution du tout, non? Il y a 20 ans, oui, distribution. Alors il y a 20 ans, c'était on était Debian pur et dur. Donc on mettait beaucoup les mains dans le cambouis. Enfin, l'informaticien en question mettait beaucoup les mains dans le cambouis.
Là, aujourd'hui, on est passé à des solutions un peu plus simples. Et donc là, on a fait un choix assez standard. En fait, c'est Ubuntu et c'est la 14.04, je crois, sur laquelle on est à l'heure actuelle. Donc voilà, voilà, c'est... Merci. J'aurais une petite question par rapport au... Enfin, c'est un ressenti en fait que j'ai eu en entendant que, en quelque sorte, la façon de mettre en place ces logiciels libres, on voit bien la finalité, que c'est apparemment une réussite, mais j'ai eu l'impression que la façon dont ça s'est fait, c'était un peu dans alors, une sorte de dictature ou bienveillante ou quelque chose comme ça, qu'on a un peu caché ou alors qu'on a un peu forcé la main. Ça me paraît, par rapport à l'idée que je me fais de l'éducation populaire et du coup du fond, des autres valeurs que vous essayez j'imagine, de transmettre, ça me paraît un peu en contradiction. Enfin, il y a quelque chose qui me dérange un petit peu là-dessus. Je voudrais avoir votre sentiment. Et est-ce que vous pensez que c'est la seule façon? Est-ce que d'autres ont d'autres? Là, c'était le tout départ et il faut se remettre 20 ans en arrière. Et souvent, les conseils d'administration dans les structures ne sont pas du tout techniciens, sont rarement, à part quelques vrais militants, mais on les cherche de plus en plus, sont pas visionnaires. Et c'est vrai que là-dessus, moi j'avais un peu forcé la main au conseil d'administration, mais il n'y avait pas tellement d'autres solutions parce que sinon. Personne. Voilà. Ils sont encore vivants, je les connais. Oui, il y a 5, 6. Ça serait à refaire. Ben là, la question se pose pas. Donc, je me suis même jamais posé la question, parce que là maintenant, c'est tellement implanté, et puis personne se pose la question de faire marche arrière, quoi. Donc, il n'y a pas de conformité, juste Bruno, à l'éducation populaire. Quand Jean Massé décide de fonder la bibliothèque de Bullienheim, il va chercher des bouquins qu'il a chez lui. Il va voir le maire du village et dit « Voici la bibliothèque ». Voilà, il a mis le conseil municipal et les gens devant un fait accompli. Ça veut dire que l'éducation populaire, on pourrait penser, mais je laisserai la parole à Quentin, puis comme ça fera Benoît pour conclure, qu'on pourrait penser qu'au effet qu'on est dans une démarche. Non, à un moment donné, quand on est sur des choix, il suffit de relire Condorcet sur l'instruction publique et les choix qu'il a fait, à un moment donné, il y a des choix philosophiques et éthiques qui demandent à un moment donné pas d'être dans la position, mais de faire des choix politiques. Ce qu'a fait Bruno, c'est qu'il n'a pas, il a pas mis une balle devant son conseil d'administration. Il a argumenté fort dans un cadre démocratique, et à un moment donné, il a dit « c'est mon choix éthique ». C'est-à-dire il a engagé quelque chose. Et à l'heure d'aujourd'hui, ce qui manque justement dans l'éducation populaire, si on est sur un point de vue de est-ce que finalement, ça serait dangereux d'initier des jeunes de les mettre uniquement sur le logiciel libre et de les mettre plus, par exemple, sur des logiciels propriétaires, parce que ça veut dire que quelque part, ils seraient moins recrutés que s'ils ne connaissent pas certains logiciels. C'est des choix actuellement qui se posent à beaucoup de structures à l'heure d'aujourd'hui s'il y a des débats. Le choix à l'heure d'aujourd'hui d'être en capacité, mais ce qui demande du temps à une structure, et qui est exemplaire dans Musique Tangente, c'est qu'il a embarqué un informaticien avec lui. Ce qui aurait été plus violent, ça aurait été d'imposer aux gens d'utiliser Debian sans avoir un tiers technique pour être en capacité de résoudre des problèmes. Ce qui a été une démarche d'éducation populaire, c'est qu'il a vu qu'il y avait une complexité, mais il a pris un médiateur de la complexité dans son équipe, qui était là pour tous les autres membres de l'équipe. C'est ça qui a fait une condition de réussite sur 30 ans. Beaucoup d'associations qu'on a accompagnées à une époque où j'avais créé une association qui s'appelait Bellinux, on donnait des ordinateurs avec une Ubuntu qui était dedans. On a revu les machines, 6 mois après, on les revoyait repasser à Windows en disant c'est trop compliqué. On n'arrivait pas à imprimer un document, il n'y avait personne pour nous dire comment imprimer le document, il y a une mauvaise mise à jour qui s'est faite, etc. C'est-à-dire que l'informatique, et notamment la liberté, a besoin justement d'un tiers technique. Et la question qu'on peut se poser dans l'éducation populaire, peut-être plus pour venir vers là que tu commences, c'est comment justement on arrive à faire entre les techniciens militants comme April, bien et Framasoft, justement, à proposer des solutions où on détache
des informaticiens qui accompagnent des projets d'éducation populaire et qui se mettent au service justement du projet. Ouais. Comme vous voulez. Tu veux dans quel sens? Comme vous voulez, c'est à vous de voir. Bon, d'accord. Je suis pas entièrement d'accord. C'est bien, ça fait du débat. Non, mais je pense aussi que je vais le faire vite parce que je pense que ça va pas être très intéressant. Mais il y a aussi différents courants d'éducation populaire et donc c'est normal qu'il y ait des gens qui voient pas les choses de la même manière. Typiquement, Jean Massé, c'est une chose. Après, c'est vrai que par exemple, si on prend tout le courant sud-américain de l'éducation populaire, que ce soit Paulo Freire ou d'autres, il y a cette idée de c'est aux gens de définir ce qui est important pour eux et de qu'on ne leur impose pas la problématique et qu'ils aillent vers leur libre choix. Qu'est-ce qui peut être fait concrètement là-dessus? Moi, je trouve qu'il y a déjà des initiatives qui existent et qui sont vachement bien. Typiquement, aller aider les gens à installer, à faire la démarche et à utiliser. Par exemple, quand il y a des gens qui font les Ubuntu Party, moi, je trouve ça intéressant comme démarche parce que n'importe qui peut venir, y compris des personnes qui pannent rien à l'informatique et qui sont totalement démunies par rapport à ça. Et on va les accompagner, leur expliquer en même temps et faire une installation. Enfin, ça peut être sur Ubuntu, ça peut être sur une autre distribution. C'est le principe, en tout cas, qui est intéressant d'amener les gens. Parce que si on fait juste du discours en disant oui, par idéalisme, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, en général, les gens ne bougent pas par idéalisme. On fait, ça rentre, on dit oui, oui, je suis d'accord, mais ça passe rarement à l'acte derrière. Du coup, c'est vrai que pour faciliter le passage à l'acte, entre guillemets, c'est bien voilà, d'aller voir, ou tout simplement, si à titre personnel, on sait bien faire, on peut aller voir des amis, aller chez eux, chez elles, et dire, voilà, je te l'installe, je t'explique en même temps, si tu as un souci, tu me téléphones, je te dirai comment tu fais, etc. Et le fait d'avoir un suivi comme ça, que ce soit par un technicien qu'on emploie ou par un cercle d'amis, un cercle associatif, etc., ça aide les gens à se mettre en route aussi. Et puis, ça favorise du dialogue, du partage. C'est quand même quelque chose d'assez sympa. Et pour pallier au fait que ce soit très abstrait, on l'a dit tout à l'heure, hein, il me semble que tu l'as dit, c'est très compliqué parce que c'est très technique, on ne sait pas bien trop à quoi ça se raccroche. Pédagogiquement, c'est assez intéressant. En tout cas, nous, on a essayé de mettre en place des jeux comme ça où on le raccroche à des choses tangibles pour qu'on arrive à peu près à visualiser comment ça fonctionne. Et du coup, typiquement, pour expliquer l'échange de mails, etc., on faisait des jeux dans une pièce où on donnait aux gens un message, on dit, voilà, toi, tu es le serveur mail, tu vas envoyer ton enveloppe à la personne au bout, là, qui est de l'autre côté de l'Internet, etc. Et on expliquait le chiffrement en disant, tu le mets dans une enveloppe et tu mets un cachet qui est fermé et où on voit que c'est ton sceau sur le cachet, etc. Du coup, en faisant des choses comme ça, on arrive à se représenter et avoir une petite image, une petite métaphore dans la tête en disant « Ah oui, j'envoie mon email chiffré, c'est comme au Moyen-Âge, je scellais mon enveloppe, je mets mon cachet de cire et ça authentifie bien que c'est moi qui l'ai fait, qu'il n'a pas été ouvert. » Et en faisant un travail comme ça, qui n'est pas évident parce qu'il faut tout décrypter, il faut trouver des jeux, des métaphores, mais ça peut permettre de donner des images qui facilitent la compréhension et de se dire ah oui, ça fonctionne comme ça. Alors des fois c'est un peu approximatif, mais ça a quand même ça permet quand même de pouvoir l'utiliser en ayant une compréhension au minimum basique de comment ça fonctionne, un peu plus concrètement qu'avec des mots très très techniques. Voilà. Très bien. Je suis d'accord. L'argument c'est simple ou c'est pratique, c'est un argument qui est extrêmement pernicieux, parce que ça dit tout et rien au final. Avoir quelque chose qui est simple ou pratique, ça dit pas ce que ça va être. Par exemple, jeter de l'huile de vidange dans la rue, c'est simple et pratique. Si je vous dis on va faire une élection, je vous donne le résultat, vous n'aurez même pas à voter, on va gagner vachement de temps. C'est simple et c'est pratique. Et pareil, mais même si je vous dis on va vous installer une distribution de logiciels libres, voilà, c'est simple, vous n'aurez rien à faire. Ouais, c'est simple et pratique, mais ça dit rien de est-ce que les enjeux ont été compris derrière ou est-ce que c'est juste voilà, je voulais pas me poser de questions. Et l'effet du c'est simple et c'est pratique, c'est on a beau savoir que des bases de données de mots de passe, de numéros de carte bleue fuitent, on a beau savoir qu'il y a de l'espionnage de données personnelles, on a beau savoir qu'en vote électronique, il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait une erreur dans un scrutin jusqu'à des inversions de résultats, et voilà, mais c'est simple et c'est pratique. Il y a encore eu le cas là en Suisse, ils ont encore une motion où ils ont perdu 5 voix, du coup ça change le résultat. Bon, voilà, ouais, mais c'est simple et pratique quand même. Le résultat, c'est un peu annexe dans une élection. Et
l'argument qui dévaste tout à chaque fois, c'est simple et c'est pratique. Et globalement, c'est simple et c'est pratique, ça permet surtout de ne pas se poser de questions. Effectivement, c'est simple et c'est pratique, on se pose une question. Heureux ceux qui ne se posent pas de questions, parce qu'effectivement, ils n'en sont pas à se demander mais comment ça marche et qu'est-ce qu'ils font de mes données et est-ce que je dois m'occuper de faire des sauvegardes et est-ce que qui contrôle quoi et ne pas se poser de questions, c'est toujours beaucoup plus facile. Mais c'est exactement l'inverse, à mon sens, de ce que doit faire l'éducation populaire. Et du coup, l'argument c'est simple et pratique, c'est vraiment très pernicieux. C'est vraiment la principale difficulté auquel on se heurte, je pense, dans tous les milieux, dans tous les milieux militants de manière générale. C'est l'argument qui tue toute discussion, c'est de dire ouais, mais c'est quand même plus pratique de rien faire et de ne pas en parler, de ne pas en discuter et de ne pas se poser de questions.